La parentalité positive, les approches bienveillantes, est-ce que c'est simplement une mode ou maintenant la science peut nous prouver ses bienfaits? Aujourd'hui, pour en discuter, je reçois Catherine Simon-Paquette, doctorante en psychologie et chercheuse en éducation. Bienvenue dans La nature de l'enfance. Allô Catherine! Allô! Ça va bien? Oui, et toi? Oui, merci. Merci d'être là aujourd'hui. Merci pour l'invitation, ça me fait super plaisir de discuter avec toi. Ben, je suis super heureuse puis flattée que tu aies accepté l'invitation. Pour moi, d'avoir des gens comme toi qui viennent appuyer les messages, je trouve ça super riche puis super précieux. Fait que je pense qu'on va passer plein de beaux messages puis aller donner vraiment beaucoup de bonnes informations pertinentes aujourd'hui. Alors, merci beaucoup. Donc, Catherine Simon-Paquet, tu es doctorante en psychologie et tu es chercheuse dans le domaine aussi. Puis en fait, c'est ça qu'on vient de se dire. Mais je pense que tu as déjà tellement fait de choses que je vais te laisser la parole pour nous parler un peu de ton parcours puis de ton expérience dans le domaine là, de l'éducation, de la parentalité et tout ça. Oui, mais en fait, moi, j'ai fait un baccalauréat et une maîtrise en psychologie du développement à l'Université de Montréal. Et j'ai commencé à travailler en recherche en 2013, quand j'étais au cégep, en fait. J'étudiais, dans le fond, l'impact du stress prénatal sur les enfants. Donc, j'ai travaillé dans plusieurs laboratoires de recherche. J'ai toujours travaillé dans le domaine de la parentalité, donc des relations entre les parents et les enfants. Et j'ai fait beaucoup de cotations de vidéos. Donc, à travers mon parcours, j'ai regardé des centaines de vidéos de parents et d'enfants qui interagissaient ensemble dans différentes situations. Okay. Puis, dans le fond, on essayait de voir un peu qu'est-ce qui fait en sorte que les enfants se développent bien. C'est quel comportement tangible, dans le fond, favorise un développement optimal des enfants. OK. Fait que c'est ça, on est vraiment dans le concret puis dans l'expérience que tu as de pouvoir analyser des comportements réels, des interactions réelles des parents avec leurs enfants. Bon, puis justement, aujourd'hui, on a décidé, moi, en fait, quand je reçois les gens, j'y vais vraiment par coup de cœur, par intuition. Je file que cette personne-là a des messages importants à passer, mais j'ai pas toujours la chose en tête. Je sais pas, quand je contacte la personne, je sais pas toujours de quoi on va parler ensemble, mais je sais qu'on va amener quelque chose d'intéressant. Puis donc, je t'ai demandé qu'est-ce que tu avais envie de mettre de l'avant, qu'est-ce qui était pour toi là, le sujet super important à prioriser en ce moment. Puis, tu m'as parlé de la théorie de l'autodétermination. Ça a l'air d'un nom bien complexe, mais on va aller décortiquer ça ensemble. Puis le lien, ce que j'ai trouvé magnifique là-dedans, en fait, c'est que rapidement, tu m'as nommé comment la science était maintenant capable de nous parler, de nous prouver l'impact de la parentalité positive. Donc, encore trop souvent aujourd'hui, chez les parents, mais aussi chez les professionnels, la parentalité positive, ça passe comme une mode ou comme un style parental quelconque qu'on choisit parce que c'est ce qui nous ressemble. Mais maintenant, la science est là derrière nous pour prouver que c'est ce qu'il faut, pas ce qu'il faut, mais tu sais, on a beaucoup de choses pour nous démontrer que ça serait la voie à suivre pour favoriser le sain développement de nos enfants. Alors, c'est quoi cette théorie de l'autodétermination, Catherine? Donc, la théorie de l'autodétermination, c'est une théorie à la base qui étudie la motivation humaine. Donc, qu'est-ce qui fait en sorte que les humains vont adopter certains comportements ou d'autres? Et puis, un des aspects qui est super intéressant, c'est qu'on peut l'appliquer à la parentalité et aux relations parents-enfants. Et on va regarder les comportements qui vont satisfaire les besoins psychologiques de base des enfants. Donc, la théorie de l'autodétermination postule qu'on a tous 3 besoins de base psychologiques. Donc, l'autonomie, la compétence et l'affiliation sociale. Donc, je vais vous expliquer un petit peu c'est quoi ces 3 besoins-là. C'est un peu comme les nutriments qui vont faire en sorte que les enfants vont bien se développer. Et puis, donc, l'autonomie, c'est ce qui est vraiment propre à la théorie de l'autodétermination, puis c'est la capacité à agir selon notre propre volonté. Donc, de se sentir un peu libre de ses choix, de ses pensées, de ses actions, de se sentir libre d'être authentique, donc d'être qui on est, dans le fond, véritablement. Ensuite, on a la compétence, donc ça, c'est sentir qu'on a une certaine efficacité dans ce qu'on entreprend et qu'on peut atteindre des petits défis.
Donc, dans le fond, quand les tâches sont un petit peu difficiles, ben on a quand même confiance qu'on va être capable de les faire. Et puis le troisième, c'est l'affiliation sociale ou la connexion sociale. C'est vraiment le besoin de sentir qu'on est en connexion avec les autres, qu'on prend soin des autres, que les autres prennent soin de nous, qu'on est aussi accepté. Hein. Donc l'inverse, ça serait plutôt le rejet ou se sentir seul. Ouais. Puis j'ai envie de te demander de préciser ou en fait qu'on distingue un peu mieux parce que j'ai l'impression qu'encore aujourd'hui, on favorise vraiment l'indépendance de nos enfants. Puis là, tu viens de nommer qu'un de ces 3 besoins-là, c'était l'autonomie. Et j'ai la sensation qu'on mélange encore beaucoup ces 2 notions-là d'autonomie et d'indépendance. Être capable de faire les choses de façon autonome et être indépendant, c'est pas la même chose. Non, effectivement. Puis, dans le langage de tous les jours, je pense qu'effectivement, on utilise souvent l'autonomie comme un synonyme d'indépendance. Mais quand on regarde vraiment la définition de ces 2 construits-là, l'indépendance, c'est le fait d'être capable de faire les choses seul. Donc, d'être en absence de relation. C'est pas nécessairement ça qu'on veut, que l'enfant soit capable de faire tout seul sans nous, sans notre relation. En fait, l'autonomie, c'est indépendant de l'indépendance. On peut dire ça comme ça, finalement. Donc, on peut être en relation avec notre parent, mais se sentir quand même autonome puis avoir la liberté de penser, la liberté de faire certaines choses. Donc, on veut pas nécessairement que l'enfant s'habille tout seul, mais qu'il y ait le sentiment qu'il peut quand même décider qu'est-ce qu'il veut mettre, dans quel ordre, tu sais, qu'il y a quand même une certaine liberté là, dans cette action-là, par exemple, de s'habiller. Oui. Donc, c'est vraiment, on va aller laisser de l'espace à l'enfant. Donc, on parle de l'expression des émotions, de l'expression dans ses choix, dans tous ses intérêts, en fait. Oui, puis moi, j'aime beaucoup aussi l'aspect d'être authentique puis d'avoir ses propres idées. Parce qu'il y a le contrôle psychologique, dans le fond, qui vise à induire une certaine façon de penser à l'enfant. Mais, tu sais, quand on parle de cette autonomie, on accepte que l'enfant a ses propres émotions, ses propres idées, ses propres façons de penser, ses opinions. Tu sais, ça, c'est une personne à part entière, finalement. Oui. C'est ça. Donc, quand on vient avec ce courant-là aussi, de vraiment souligner l'unicité de l'enfant, ben c'est un de ces 3 besoins de base, finalement. Exactement. OK. Donc, on a dit autonomie, compétence, donc se sentir bon dans ce qu'on essaie de faire. Puis ça, des exemples de ça, mettons, si on pense à un enfant en bas âge, là, comment ça peut se voir ou comment on peut s'en rendre compte si l'enfant se sent compétent ou s'il y a l'espace pour se sentir compétent? Mais dans plein d'activités quotidiennes, on peut voir que l'enfant a peut-être de la difficulté. Donc, dépendamment de son âge, moi, ce qui me vient en tête, c'est un zipper, là. Oui, un zip. Oui, c'est oui, difficile là, de fermer une fermeture éclair. Donc, des fois, les parents vont juste faire des petits ajustements. Par exemple, mettre le début de la fermeture éclair, puis l'enfant a juste à tirer. Ouais. Fait que là, l'enfant, il le fait. Tu sais, sans compétent, il le fait. Sauf que peut-être que la première étape qui était de mettre le petit bout dans le début, ben c'est trop difficile. Fait que c'est aussi d'adapter certaines tâches en fonction de l'enfant pour que ça soit un petit défi, mais qu'il est capable de faire puis qu'il soit pas constamment en échec, finalement, ou parfois on voit des tours de blocs dans les jeux qu'on fait avec les enfants. Puis faire une tour de blocs, c'est difficile pour les petits. Donc parfois on va voir que les parents vont faire la base, donc les premiers blocs. Puis là, les enfants vont mettre les derniers, puis là, ils sont tout contents parce qu'ils ont fait la tour, mais c'est comme des petits ajustements que les parents font, peut-être intuitivement, qui font en sorte que les enfants ont comme des petites réussites. Ouais. Donc, le parent, il est responsable de l'environnement qui va favoriser ce sentiment-là, dans le fond. Puis en faisant des petits gestes, des petites adaptations. Mais ça, j'ai comme envie de dire aussi qu'il faut réfléchir à notre temps puis à notre horaire des fois, parce que fermer le zipper à la place ou dire quand l'enfant se fâche parce que sa tour de bloc est tombée, ben OK, on range tout ça. Mais des fois, c'est juste parce que nous, on n'a pas l'espace aussi de leur accorder ce temps-là pour qu'ils développent tranquillement leur sentiment de compétence, là. Oui, c'est sûr que ça prend aussi une certaine disponibilité psychologique, d'être présent pour l'enfant, de répondre à ses besoins psychologiques. Donc, effectivement, tu sais, ça peut prendre un petit peu plus de temps au début, le temps qu'on s'habitue à faire ces ajustements-là. Sauf qu'à long terme, la pratique parentale bienveillante ou qui répond aux besoins de l'enfant, ça facilite beaucoup la coopération.
Ouais. Donc, on voit ça quand même dans les études, dans les théories ou même avec les pratiques cliniques, dans le fond, que quand les parents adoptent des comportements qui répondent aux besoins des enfants, ça facilite l'intériorisation des règles. Donc, ça fait en sorte que les enfants vont plus comprendre pourquoi on fait certaines choses, pourquoi il y a certaines règles en société, dans notre famille. Puis ensuite, ils vont obéir, si je peux dire, plus facilement. Parce qu'en fait, ils vont être d'accord avec ces règles-là. Tandis que si, dans le fond, on fait les choses à la place de l'enfant, on lui dit quoi faire, on a des pratiques qui sont un peu plus contrôlantes, ben à ce moment-là, on peut avoir une obéissance qui est rapide, sauf que si elle est superficielle, on va avoir quand même plus d'opposition, finalement, parce que l'enfant comprend juste pas pourquoi on fait tout ça, puis en plus, on est pressé. Ouais, ça durera pas dans le temps, dans le fond. C'est ça. À long terme, ces pratiques-là sont vraiment gagnantes, puis facilitent beaucoup le fonctionnement familial. C'est fou, parce que ça aussi, il y a comme cette notion-là de temporalité que je trouve qui est très différente dans notre quotidien que dans le quotidien de l'enfant. L'enfant, il est dans le moment présent, tu sais. Puis nous, on est comme, OK, vite, vite, vite pour l'étape d'après. Tandis que lui, si on lui laissait le temps en ce moment de le vivre pleinement, de l'essayer, ben c'est là, dans le fond, qu'il se développe et qu'il finit par atteindre parce qu'il a fait le processus complet, tu sais. Exact. Puis en soi, avec ce que tu as nommé de l'autonomie aussi, puis de souligner l'unicité, ben là, c'est dans ces moments-là qui créent parfois de la frustration, ben d'accompagner l'émotion parce que ton enfant, il a le droit de se sentir frustré de pas avoir réussi à fermer son zipper. Exact. Puis, dans le fond, pour que l'enfant se sente compétent, les pratiques parentales, nous, on les appelle la structure. Okay. Donc, il y a aussi comme les limites, les règles, dans le fond, de mettre des balises autour de notre famille, puis de ce qu'on s'attend de l'enfant. Et puis, il y a une façon de communiquer ça qui fait en sorte que l'enfant, justement, va ressentir peut-être un peu moins de frustration ou que cette frustration soit accueillie. Donc, on peut donner des règles ou des directives qui sont plus moins pressurisantes ou moins contrôlantes. Par exemple, on peut dire ben je te suggère qu'on commence par ça, puis ensuite on fera ça, ou je te propose de brosser tes dents en premier puis de lire l'histoire après. Plutôt que de dire OK, là il faut vraiment que tu brosses tes dents, là on se couche dans 5 minutes, ou OK, là tu dois faire ça. Tu sais, c'est juste des tournures de phrases des fois qui sont peut-être peu naturelles, tu sais, qu'on a moins tendance à utiliser, mais qu'une fois qu'on commence à l'utiliser, ça peut devenir une première langue après, là, de dire comme... Parfois, c'est plus facile quand on commence par la base de la tour de bloc. Parce que quand on essaye de le mettre en haut tout de suite, là, c'est difficile. Mais c'est ça, c'est toutes sortes de petites stratégies, dans le fond, qui font en sorte que on va avoir un langage moins contrôlant. Ouais, c'est dans la chaleur, dans la façon de l'exprimer, dans le fond. Parce que aussi, il y a encore ce mythe-là que parentalité positive rime avec laxisme ou laisser faire l'enfant tout ce qu'il veut. Mais c'est loin d'être ça. C'est vraiment la façon, comme tu viens de le nommer, ce qui est une base principale, c'est la façon dont on va transmettre nos messages à l'enfant, d'être complètement dans le respect de ce qu'il est, mais en mettant notre cadre sécurisant. Ben justement, parce que ce cadre-là, il est sécurisant, il est nécessaire pour que l'enfant sache jusqu'où il peut aller et tout ça, mais en célébrant le fait qu'il est un être humain à part entière. Oui, c'est donc, ça. C'est ça, comme tu dis, notre langage peut vraiment juste... C'est un changement d'habitude aussi, là, dans la façon dont on dit les choses, tout simplement. Oui, puis on va parler un petit peu des livres plus tard de Adèle Faber et Hélène Maslich. Puis elles ont écrit, entre autres, un livre qui s'appelle « Parents épanouis, enfants épanouis ». Puis dans ça, elle explique qu'au début, d'utiliser des nouvelles pratiques parentales, c'est bizarre. Tu sais, les gens vont dire « Mais là, je peux pas faire ça, c'est tellement pas naturel. » Mais ensuite, ce langage-là peut devenir de plus en plus naturel. Puis pour nos enfants, ben ça va devenir leur première langue. Fait qu'après, ils vont parler comme ça à leurs amis, à leurs frères et sœurs, à leurs propres enfants. Tu sais, dans une autre génération. Fait que c'est de faire ce petit ajustement-là qui peut être un peu, peut-être difficile ou peut-être peu naturel au début, mais c'est d'avoir la croyance qu'éventuellement, ça va devenir plus naturel. Ouais. Parce que la manière spontanée avec laquelle on parle
à nos enfants, ben c'est aussi ça, c'est parce que c'est ancré en nous, parce que nous, on porte un sac à dos de valeur, parce que nous, on a reçu plein de choses qui ont été données avec amour et avec ce que nos parents pouvaient ou avaient ou à eux-mêmes avaient reçu. Mais là, c'est le moment où nous, on choisit de faire la différence, que ça se continue ou que la prochaine génération va parler différemment, justement, là. Oui, puis juste avant l'enregistrement, on disait justement que dans la génération de nos parents, il y avait autre chose qui était véhiculée. Fait qu'eux, dans le fond, ont fait le mieux qu'ils pouvaient dans ce moment-là. Puis c'était peut-être au meilleur des connaissances scientifiques de ce moment-là aussi. Là. Il y a eu une période où c'était beaucoup les punitions, les récompenses, tout ça, puis c'était ça qui était à la mode puis véhiculé partout. Donc c'est normal que c'est ça qui vienne en premier parfois. Là. Mais effectivement, là, nous, on peut décider que ça fonctionne pas vraiment dans ma famille, donc je vais essayer d'autres stratégies. Et voir ce que ça donne, parce que nous, on donne plein de stratégies, plein d'exemples, mais après ça se peut que ça fonctionne pas, là. Donc, tu sais, chaque enfant est différent, puis je pense que ça vaut la peine pour les parents d'essayer différentes choses avec ouverture, puis de voir, si ça fonctionne, mais tant mieux, on va le garder, puis ça va devenir plus naturel. Tu le nommes, tu l'amènes, là, j'ai envie de te demander, là, justement, punition, récompense, là. Ça aussi, c'est quelque chose qu'on voit encore vraiment beaucoup, mais tu sembles dire, là, que la science démontre autre chose maintenant, donc il y a quand même quelque chose qui nous parle que c'est derrière nous. Idéalement, ça devrait être derrière nous, donc. Mais la théorie de l'autodétermination, là, ça a été pas créé, là, mais ça a pris un envol, disons, depuis le début des années 2000. Puis cette théorie-là postule que l'être humain a une propension à vouloir s'actualiser. Donc, à vouloir découvrir de nouvelles choses. On a une curiosité, on veut s'améliorer, on veut développer des talents, des compétences. Donc, on a une certaine envie d'explorer. Puis c'est ça, dans le fond, qu'on essaye de cultiver chez l'enfant. Donc, c'est sûr qu'en mettant des récompenses ou des punitions, mais là, on met comme une pression extérieure à l'enfant de faire certains comportements que peut-être il aurait fait juste parce qu'il aime ça. Donc, si par exemple, notre enfant adore faire des Legos, puis il aime ça, il a de l'intérêt, il adore ça, puis là, à chaque fois qu'il fait un Lego, on lui donne une récompense, un bonbon. Mais après un certain temps, il voudra plus faire des Legos sans bonbon. Même si, à la base, il adorait ça, faire des Legos, puis c'était donc bien le fun. Là. C'est ça qu'on veut pas induire, des pressions externes qui enlèvent cet élan-là naturel de l'enfant à découvrir son environnement. Dans le fond, on sait que la motivation extrinsèque, donc qui est reliée à ces récompenses et punitions-là, ben c'est pas une motivation qui va favoriser un bon développement, une bonne santé mentale. Ouais, c'est ça. Parce qu'au final, on va en venir à faire des choix pour le regard extérieur non pour ce qu'on est réellement à l'intérieur de soi. C'est ça, puis c'est particulier parce que parfois, on va faire des compliments qui vont être une forme de récompense. Oui, c'est donc, ça. Quand je t'ai dit t'es vraiment une bonne animatrice, ton podcast est le meilleur que j'ai jamais entendu », ben ça te met une certaine pression parce que la prochaine fois que tu vas faire un podcast, peut-être que tu vas dire « OK, là, les gens aiment vraiment ce que je fais, il faut vraiment que je sois bonne. Si celui-là, c'est le meilleur de tous les temps, mais là, le prochain, comment je vais faire pour qu'il soit aussi bon? » Puis les enfants ont la même réflexion. Là, si on leur dit que le dessin, c'est le plus beau que j'ai jamais vu de ma vie, mais là, le prochain, c'est dur là, qu'il soit encore plus beau. Fait que ça met comme une pression qui est pas nécessairement, tu sais, voulue. Là. C'est juste comme... On le fait parce qu'on est donc bien excités, sauf que ça met quand même cette pression extérieure-là de donner des récompenses. Ouais. Puis, je fais du pouce sur ce que tu dis, mais on dirait que ça allume plein de choses aussi, parce que faire des compliments, justement, c'est comme un sujet sensible autour de moi aussi. Là, j'ai plein de parents super conscients, qui essayent de faire mieux ou qui essayent de faire différemment, en fait, puis qui sont conscients que les compliments, c'est comme « Oh, mon Dieu, c'est pas nécessairement bon », mais qu'on n'est pas capable de s'en empêcher. Fait que l'espèce de milieu, c'est de juste transformer l'interaction qu'on a. Personnellement, j'essaie d'aller nommer ce que tu sais, mettons la compétence ou ce qui a mis de l'avant pour atteindre ce merveilleux, magnifique dessin que je trouve incroyable. Tu sais, je vais essayer de dire, oh, tu sais, t'as choisi plein de couleurs, t'as été persévérant pour colorier tous les détails ou des choses comme ça. Donc, je vais quand même aller nourrir mon besoin de réagir à son dessin,
j'ai le sentiment de renforcer, mais de renforcer plus une compétence que juste le fait qu'il est un être humain extraordinaire en tout temps. Je sais pas qu'est-ce que t'en penses. Oui, ben c'est exactement ça, dans le fond, dans le soutien à l'autonomie, donc les pratiques parentales qui vont favoriser le sentiment d'autonomie, il y a la rétroaction qui est plus descriptive, donc on va décrire ce qu'on voit. « Ah, je vois que t'as mis beaucoup de couleurs. Ah, les lignes sont droites, tu t'es vraiment appliqué. Ah, t'as fait beaucoup d'efforts pour développer ces stratégies-là. Mettons un enfant d'âge scolaire qui étudie, puis qu'on voit qu'il s'améliore, puis qu'il y a des bons résultats scolaires, puis il est donc bien fier. Mais tu sais, mettons, au lieu de juste valoriser la performance puis dire « Ah, t'as eu 95, bravo », ben là, on peut peut-être dire « Ah, tu sais, les façons que t'as étudié, ça a été vraiment bénéfique, finalement. » De vraiment décrire ce qu'on voit, puis ça prend plus d'efforts, là, on se le cache pas. Là, c'est bien plus facile de dire « Ah, bravo! » C'est ça. Mais je pense que ça vient plus naturellement quand on le fait plus souvent. Ben, moi, celui-là, en tout cas, personnellement, je l'ai vécu, ce changement-là, là, parce que mon fils dessine 100% du temps. Et puis au début, j'avais tendance à, justement, je m'impressionnais de tout ce qu'il faisait. Parce que oui, c'était impressionnant quand ton petit bout de 2 ans fait une première ligne puis qu'il n'y a rien, puis que soudainement, pas longtemps après, tu reconnais un personnage, tu sais. Donc, oui, on a envie de le nommer. Mais là, je prenais conscience de ce que je faisais, puis là, je l'ai adapté, puis maintenant, ce côté-là est rendu naturel, de dire, tu sais, ah, t'es persévérant, t'es créatif, tu sais, d'aller nommer vraiment autre chose. Fait que, sur ce bout-là, je pense que j'ai conscience du processus. Puis là, c'est rendu naturel. Donc, je pense que, dans le fond, ce qu'on veut dire ici, c'est que ça peut s'appliquer dans plein de situations avec nos enfants au quotidien. On peut changer puis adapter notre vocabulaire, notre façon d'intervenir auprès d'eux. Ça permet aussi aux enfants de se sentir compétents. Tu sais, tantôt, on parlait de ça. Puis, tu sais, le fait que le parent s'intéresse au talent de l'enfant, à ce qu'il fait naturellement, ben c'est aussi une façon de soutenir son sentiment de compétence. Ouais, c'est aussi, là, tu sais, il veut juste l'attention, il cherche l'attention. Faut-tu donner de l'attention, Catherine? Souvent, la recherche d'attention, c'est plus comme un besoin de satisfaire son besoin de connexion sociale. Ah, bien, puis dans le fond, c'est ça. C'est le troisième besoin. C'est ça, de se sentir vraiment vu, apprécié, de sentir que la personne est là pour nous. C'est un besoin comme primaire, dans le fond, là. Puis, tu sais, même comme adulte, on a ces besoins-là. On veut que nos partenaires, nos amis se préoccupent de nous. On veut se sentir soutenu, avoir une communauté. Pour les enfants aussi, ça peut avoir la forme d'une identité familiale. Okay. Les enfants peuvent avoir un sentiment d'appartenance dans leur famille. C'est de sentir qu'ils ont une fratrie, ou si les parents et les enfants sont proches. Ça répond à ce sentiment-là de se sentir accepté dans un groupe. Donc, c'est un besoin primaire, un besoin de base. C'est pas un chichi, ni un caprice de vouloir de l'attention ou de demander de l'attention. Puis, quand c'est beaucoup ou que c'est trop, finalement, ça nous parle juste d'un autre besoin. C'est pas parce que il faudrait arrêter de répondre à ce besoin d'attention-là. Non, c'est ça. Il faut un peu chercher à savoir est-ce que ce besoin-là d'être en connexion avec les autres est frustré? Tu sais, qu'est-ce qui fait en sorte que c'est aussi intense, peut-être, de notre perception. Parce que, dans le fond, je parle beaucoup des besoins puis comment les parents peuvent satisfaire les besoins, mais il y a beaucoup d'études, dans le fond, récentes qui montrent que les humains cherchent à satisfaire leurs besoins de façon active. Là, on n'est pas juste passif. Tu sais, si nos besoins sont frustrés, mais on va chercher à les répondre. Là, on va comme essayer de créer des occasions de répondre à nos besoins. Puis ça, c'est tout au long de la vie, là, autant chez les enfants que chez les personnes plus âgées. Donc, faut pas oublier que l'enfant est un agent actif là, dans son environnement. Là. Donc, si, justement, on ressent qu'il a besoin d'attention, c'est parce qu'il essaye là, de combler son besoin d'une certaine façon. Puis c'est tellement un point important, ça, en fait, parce que la plupart des comportements de nos enfants, c'est ça. C'est soit une émotion qui déborde, une compétence qui est pas encore capable d'atteindre, ou un besoin non répondu. Puis s'il y a un besoin non répondu, ben il va passer par toutes les formes de façon d'expression pour nous le partager ou tenter d'y répondre, justement. Puis c'est maladroit et immature parce qu'ils sont immatures. C'est pas mal ça, dans le fond, là. Oui, puis tantôt, t'as parlé un petit peu, comme brièvement, d'ignorer. Ouais. C'est l'action d'ignorer certains comportements. Ouais.
Puis, il y a beaucoup de recherches sur ce qu'on appelle le regard conditionnel. Le regard conditionnel, c'est de donner de l'attention à l'enfant seulement quand il fait ce qu'on veut. OK. Ou de retirer l'attention quand il fait ce qu'on veut pas. Donc, c'est une forme, dans le fond, de contrôle psychologique parce que, dans le fond, ça vise à faire en sorte que l'enfant pense ou agit de la façon dont nous, on veut. Puis en échange, on lui donne l'attention, l'amour, la connexion sociale dont il a besoin. Ouais. Puis, de faire ça, dans le fond, ça a beaucoup d'impact là, sur la psychologie de l'enfant parce que ça cause un conflit interne. Puis, il y a certaines études qui montrent que c'est pire quand les parents sont chaleureux puis qu'ils sont non moins accueillants. Parce que là, dans le fond, c'est comme si à l'intérieur de l'enfant, il y a un petit conflit interne. Puis c'est, ben, d'abord, est-ce que je fais ce que moi j'ai envie de faire, ou ce que j'ai envie de dire, ou ce que j'ai envie d'être, qui est l'autonomie, ou je favorise la relation avec mon parent, qui est donc bien chaleureuse. Donc, c'est comme, c'est vraiment difficile là, pour l'enfant de choisir entre l'autonomie et la relation avec son parent. Puis à long terme, là, quand il vieillit demi-adulte, ben ça peut causer un certain ressentiment ou un certain malaise là, ou mal-être. Parce que là, il sait qu'il peut pas être lui-même et être en relation avec les autres. C'est tellement comme la base, dans le fond, de quelque chose qui va perdurer dans le temps. Puis, on s'entend que tout ce qu'on dit aujourd'hui, c'est en général, là. Ouais. Comme si on fait ça une fois, c'est pas grave, là. Non, mais c'est plus comme le fait que ça soit comme une mode par défaut, automatique, dans le fond, de comme toujours ignorer l'enfant quand il fait pas ce qu'on veut, ou lui donner de l'attention vraiment beaucoup quand il fait ce qu'on veut. Mais là, tu sais, ça serait bien de comme peut-être penser à ça dans le fond puis à se dire comme OK, est-ce qu'il y a une façon dans le fond que je pourrais accueillir l'enfant dans son entièreté même quand il fait pas ce que je veux, ce qui est pas facile. Puis comme autonomie, ça peut être par exemple de nommer les émotions. Tu sais, s'il respecte pas une règle, par exemple, ben évidemment, on va pas être permissif puis lui laisser faire ce qu'on veut. Là. Le but d'être parent, c'est aussi de protéger l'enfant puis de mettre une structure, comme on disait. Fait que ça peut être, effectivement, d'accueillir ses émotions. De dire, ah, tu sais, je le vois, là, que t'aimerais donc bien ça aller jouer dans la rue. Sauf que, tu sais, là, il y a des autos qui passent, donc on va donner un rationnel. C'est dangereux. Moi, ça me fait peur qu'il y ait un auto qui arrive que tu le vois pas. Donc, on explique notre règlement. Ouais. Donc, on conserve notre limite, c'est ça, on conserve la limite, puis en validant l'émotion. C'est ça. Puis, par exemple, si l'enfant est un peu plus vieux, puis c'est une situation qui est plus complexe, ben on peut accueillir l'émotion puis essayer de comprendre son point de vue là. Pourquoi l'enfant il fait ça, c'est quoi la motivation en dessous. Puis vraiment essayer de prendre la perspective. Des fois, on comprendra pas là, parce que nous, on ferait pas ça. Mais cet enfant-là, c'est ça qu'il a envie en ce moment. Fait qu'on peut entendre, puis ensuite voir, est-ce qu'on peut modifier cette règle-là? Tu sais, si, mettons, c'est les réseaux sociaux, puis c'est un ado, mais là, peut-être que moi, je me dis, voyons donc, ça n'a pas de bon sens de passer 3 heures sur Instagram par jour, là, c'est impossible, tu sais, mais je peux quand même essayer de prendre la perspective du jeune qui est comme, ah, ben, tu sais, je vois ce que mes amis font, j'essaie d'être à l'affût des tendances dont on parle à l'école, puis on peut écouter ça, puis essayer de comprendre quand même. Puis on peut maintenir la limite ou la changer selon la discussion. Mais on peut aussi amener l'enfant ou l'ado à essayer de trouver des solutions avec nous. Fait que qu'il soit comme actif là, dans la résolution de problèmes. Là. OK, tu sais, toi, c'est ça ta perception, moi, c'est ça ma perception. Maintenant, comment on peut trouver un terrain d'entente qui nous satisferait les deux? C'est qui répondrait à nos besoins tous les deux. Parce que tu le nommais tantôt, de toute façon, l'être humain, à la base, va être actif dans la réponse à ses besoins. Fait que si nous, on vient juste mettre un cadre sans expliquer, le besoin de l'enfant, il est encore là, puis il va continuer de tenter d'y répondre. Mais peut-être plus, là, tu nommes un ado, ça va peut-être juste être plus en cachette que d'autres choses, mais son besoin, il est encore là, puis il est non répondu. Fait que si on réussit pas à trouver le terrain d'entente, ça va s'activer juste d'une autre façon, au final. Ouais, il y a plusieurs études chez les adolescents, justement, pour tout ce qui est comme le secret, l'autorévélation. Fait qu'il y a des ados qui vont être beaucoup plus prompts à parler de ce qu'ils vivent dans leur vie, dans leurs relations, tout ça. Puis il y a d'autres ados qui disent rien du tout. Puis on voit là, que les pratiques dont on parle aujourd'hui, qui sont facilitantes, qui permettent de répondre aux besoins de l'enfant, mais ils vont faciliter la communication là, à l'adolescence, puis ça va être plus facile au long terme, comme on disait tantôt. C'est des petites stratégies qui, à long terme, vont être facilitantes. Ouais. C'est ça, dans le fond, c'est que de avoir laissé la place à être ce qu'ils sont aujourd'hui,
je sais pas, Henri, 4 ans et demi, t'as le droit à tes émotions, mais ça va faire que Henri, 16 ans, il va avoir probablement plus envie de venir te parler puis de te confier ce qui lui arrive, tu sais. Fait que c'est un investissement à long terme de laisser de la place maintenant à ça. Absolument. Aïe, aïe, aïe. Il y a plein de choses qui me viennent en tête. Tu parlais aussi, c'est ça, tu sais, d'ignorer des choses. Puis je pense que tu as aussi fait des recherches en éducation. Puis, tu sais, moi, j'ai appris cette technique-là en tant qu'enseignante, là, de faire de l'ignorance intentionnelle. Ça s'appelait comme ça. Puis, comme on le mettait dans les plans d'intervention, faire de l'ignorance intentionnelle sur certains comportements. Penses-tu que c'est applicable aussi en éducation, ce qu'on vient de se dire? Je sais, là, puis comme je suis très bien placée pour comprendre la charge mentale des enseignants puis la charge du travail, mais on finit par avoir un impact en qu'enseignant aussi si à tous les jours, on fait de l'ignorance intentionnelle ou qu'on est froid dans la façon dont on demande les choses à nos élèves. Mm-hmm. Ben, en fait, on risque que leurs besoins psychologiques soient frustrés. Puis à ce moment-là, quand les élèves, leurs besoins sont pas répondus, mais à ce moment-là, ils vont être moins obéissants, ou en anglais, on dit compliant. Donc, c'est sûr qu'il y a beaucoup de recherches là, qui est effectuées dans le secteur de l'éducation, avec la théorie de l'autodétermination, les besoins psychologiques, puis comment les enseignantes et enseignants peuvent répondre à ces besoins-là en utilisant certaines pratiques dans leur quotidien. Par exemple, permettre aux jeunes d'être actifs dans leurs apprentissages, d'avoir leurs propres idées, qu'ils puissent avoir des choix, dans le fond, dans les activités qu'ils font. C'est ça, de reconnaître leurs perspectives, leurs émotions. Mais effectivement, dans le milieu de l'éducation en ce moment, il y a plusieurs contraintes, là, il y a plusieurs pressions extérieures là, qui font en sorte que c'est pas nécessairement facile d'implanter ces stratégies-là. Mais une fois qu'on les met en place, ben ça facilite le reste. Là, fait que c'est sûr qu'il y a beaucoup de recherches là-dessus précisément. Là, on aurait pu faire un podcast juste sur le milieu de l'éducation puis comment les profs peuvent soutenir l'autonomie des élèves et tout. Mais la théorie reste la même là, qu'on a parlé toute la journée. Ouais. Parce que c'est ça, au final aussi, parce que justement, je pense à la posture de l'enseignant qui tente de répondre à ça, mais ces 3 besoins-là de base, ben ils sont bons pour tout humain. Mm-hmm. C'est pas juste pour les enfants. Tu sais, là, c'est ça, on dirait qu'on parle comme on veut briser un cycle, là, on veut changer les choses, on veut qu'il y ait un changement dans le paradigme de l'éducation des enfants, on veut que les prochains aient un discours intérieur différent, qu'il y ait un monde émotionnel différent, puis qu'ils parlent différemment à leurs enfants parce qu'ils vont avoir reçu d'autres choses. Sauf que nous, il faut qu'on le bâtisse pour nous-mêmes. Oui, c'est ça. C'est ça qui est le défi, parce que si nous, notre bonbonne est vide, puis si nous, on n'a pas de connexion sociale, un réseau riche, bien, ça devient beaucoup plus difficile de répondre adéquatement à ces besoins-là. Je me trompe pas de dire que nous, on a encore ces 3 besoins-là à l'âge adulte. Oui, tout le monde a ces besoins-là. Donc, par exemple, tantôt, on parlait d'éducation, mais il y a des études qui montrent que quand les enseignantes ont les 3 besoins satisfaits, leurs besoins sont satisfaits, mais à ce moment-là, elles vont avoir plus tendance à utiliser des pratiques soutenantes. Les parents, c'est la même chose. Si les besoins psychologiques sont satisfaits, ils vont avoir des pratiques plus soutenantes aux besoins de leurs enfants. On a des études aussi sur les contextes sportifs. Donc, les coachs vont être soutenants envers leurs athlètes. Au travail, il y a tellement d'études. Là, c'est une littérature qui est super riche là, de comment justement répondre aux besoins psychologiques au travail. Donc, c'est des concepts théoriques qui nous permettent de mieux comprendre comment l'être humain fonctionne en général. C'est pour ça que c'est une théorie de la motivation ou de la psychologie sociale. Là. C'est vraiment comme... Ça nous permet de mieux comprendre toutes nos relations. Ah oui, c'est ça. C'est en plein ça. Je le nomme souvent ici, je dis tout le temps que mieux comprendre l'enfance, c'est mieux comprendre la vie, puis qu'à partir du moment où on se penche, moi, c'est ce qui m'avait fascinée plus au début, là, quand j'ai... Tu sais, parce que j'étais enseignante, j'avais l'impression de comprendre le développement de l'enfant, mais finalement, le 0,5, on connaît pas tout. Puis quand je m'étais plongée sur le 0,5 à comprendre qu'est-ce qui se passait dans le cerveau, puis toutes les relations, puis comment tout ça se développait, j'étais fascinée d'observer les relations humaines en général. Ça a comme changé ma perspective. Puis c'est ce que tu viens de nommer, là, au final. Là. Puis, il y a quelque chose qui est
j'ai eu une... il y a quelque chose que j'avais en tête qui est parti. Les connexions sociales, en tout cas, c'est pas grave. Mais ouais, c'est ça. Ces 3 besoins-là qui sont bons pour tous, bons pour nous. Ah, c'est parce que tu parlais de pratiques soutenantes. Excusez, j'ai fait des détours. Mais ça a l'air super simple. Tu l'utilises depuis le début. Mais est-ce que tu peux nous définir ce que c'est une pratique soutenante? Autant, tu sais, dans le fond, ça doit être la posture qu'on veut prendre, autant comme intervenant que comme parent. En fait, il y a plusieurs pratiques là, qui vont soutenir les besoins. On en a abordé plusieurs depuis le début du podcast. Pour l'autonomie, on parle de soutien à l'autonomie. Donc, ça va être prendre la perspective de l'enfant, valider ses émotions, valider ses opinions, leur dire qu'on n'est pas nécessairement d'accord, là, mais qu'ils ont le droit d'avoir ces opinions-là, de permettre à l'enfant d'être lui-même, de donner de la rétroaction qui est plus descriptive qu'évaluative. Donc, qui est pas constamment évalué dans tout ce qu'il fait, de permettre à l'enfant d'être actif dans les décisions qu'on prend, dans les activités qu'on fait. Tout ça, ça va soutenir son besoin d'autonomie, là. Donc, on appelle ça des pratiques soutenantes à l'autonomie. Et ensuite, toutes les pratiques qui soutiennent les besoins de compétences, c'est la structure dont on a parlé, là, de mettre des limites, des attentes claires, de communiquer de façon respectueuse. Ouais. Ensuite, il y a, pour ce qui est de la filiation, dans le fond, de développer des relations qui sont respectueuses, accueillantes, chaleureuses, de montrer à l'enfant qu'on est là pour lui. Puis, ce qui est intéressant, c'est qu'il y a des études qui ont montré que les parents vont avoir tendance à utiliser ces pratiques soutenantes-là quand ils sont convaincus que l'enfant a tout en lui pour se développer. Donc, c'est ce que nous, on appelle la confiance organismique, là, dans le fond, que tout être humain a une propension à se développer. Là. Donc, on a moins tendance à intervenir dans le développement, puis de sentir que nous, on doit contrôler la vitesse de développement ou ce que l'enfant fait, à quel âge. C'est plus une confiance que l'enfant, il va se développer. Ouais. Mais c'est tellement bon, tellement nécessaire aussi d'aller nommer ça, que l'enfant, il a tout à l'intérieur de lui pour aller atteindre son potentiel à lui, peut-être pas celui que nous, on avait en tête, celui qu'on avait prévu, celui qu'on espérait, mais son potentiel à lui, il est là, puis nous, on doit veiller à l'environnement. On parle souvent du parent jardinier, tu sais, que le parent veille à l'environnement, va aller vérifier l'eau, la lumière, la terre et tout ça, mais moi, j'aime aller rappeler aussi que, tu sais, dans le fond, l'enfant, il est comme la petite graine, oui, donc il a tout à l'intérieur de lui. Mais le parent, il faut qu'il soit en posture de découverte. Dans le sens où on ne sait pas quelle graine de fleurs on a eu. On ne sait pas si on va avoir une tulipe, une marguerite, une orchidée. Donc, tu sais, il va falloir réajuster nos interventions selon ce qu'on observe, selon ce qui se passe quand la fleur pousse, tu sais. Puis, j'avais été bien challengée parce que j'ai lu Marion Cuer, qui est une spécialiste des droits de l'enfant en Suède, puis qui confrontait justement les gens qui prônent une approche développementale. Puis c'est ce que je nomme ici, là, que c'est ce que je fais, puis ce que je valorise. Mais elle faisait référence au fait que même dans une approche développementale, il faut faire attention de ne pas mettre tous les enfants dans les mêmes cases. Donc, de ne pas dire « Ah, ben il est à ce stade-là de développement, donc c'est normal que... » Donc, on prend cette posture des fois de « Ah, ben parce que le développement nous explique, ben c'est normal puis c'est correct. » Mais ça reste quand même qu'il faut aller découvrir l'être humain qu'on a devant nous, tu sais. Donc, les enfants sont des êtres complets, des êtres de droit. Donc, tu sais, des fois, on dirait qu'on se place dans une posture étrange où parce que c'est nos enfants, on leur parle sur un ton qu'on n'aurait jamais utilisé avec un ami ou avec quelqu'un d'autre, tu sais, qu'on croise au final. Donc, je trouvais que c'était comme une nuance importante aussi de cette théorie-là, au final, là. C'est de célébrer vraiment l'unicité de l'enfant. Oui, puis on nomme aussi ce que tu as mentionné un peu de comme dominance ou d'autorité sur l'enfant. Ça, c'est une façon de frustrer son besoin de compétences, là, tu sais, de vraiment être impliqué peut-être dans notre ego. Donc,
c'est vraiment difficile de pas faire ça, là, on va le dire en partant. Sauf que il y a beaucoup de parents qui vont se définir de par leurs enfants ou de par les comportements des enfants. Puis, c'est induit par la société, là. Je veux dire, si je suis à l'épicerie puis mon enfant fait une crise puis qu'on me regarde vraiment croche, ben c'est sûr que je vais me sentir mal puis que je vais me sentir un peu comme associée au fait que mon enfant fasse une crise. Puis là, ça va frustrer mes propres besoins. Puis là, c'est comme une roue sans fin qui fait en sorte que je vais avoir envie que la crise se termine maintenant, puis le plus vite possible, puis que je vais peut-être avoir honte. Mais le fait d'être investi dans la performance ou les comportements de notre enfant, ben ça brime un peu là, tout ce qu'on a parlé aujourd'hui. Puis c'est un travail de se défaire de ça, c'est de pas être défini par la performance de nos enfants. Puis on le voit beaucoup en sport, là. Dans le fond, des parents qui vont vraiment se définir par la performance sportive de leurs enfants. Puis ça a un coût là, psychologique inévitable. Donc je pense que ça me faisait penser à ça, là, le fait de vraiment considérer l'enfant pour un être humain à part entière. Oui, absolument. Puis même, en fait, c'est ça, j'ai l'impression que l'exemple classique, c'est dans le sport. On dirait que c'est évident qu'on voit, ou dans la profession aussi, des fois, là, des parents qui veulent donc bien que les enfants réalisent des choses qu'eux n'ont pas pu réaliser. Mais cet impact-là, il est aussi dans les petits gestes du quotidien quand tu veux que ton enfant atteigne des comportements que la société attend de lui, mais que dans le fond, c'est pas nécessaire ou c'est même pas bon. Parce que justement, quand on finit par trop répondre aux attentes extérieures, comme on le nommait tantôt, ben ça n'a pas de bons effets à long terme, tu sais. Oui, puis c'est associé à beaucoup de perfectionnisme parental. Moi, je pense que le fait qu'on est bombardé d'informations sur les réseaux sociaux ou autres fait en sorte que les parents ont une pression peut-être intense d'être un parent parfait, de faire des comportements qui sont toujours facilitants, alors que c'est pas du tout réaliste. Non, absolument. Je pense que ce qu'on parle aujourd'hui, c'est un idéal, c'est une posture, comme on dit. C'est des petites stratégies qu'on peut mettre en place, comme j'avais dit, sauf que je pense qu'il faut quand même être réaliste puis d'avoir des attentes réalistes, de faire preuve d'autocompassion, de se dire que ça arrive à tout le monde des fois, d'avoir des pratiques contrôlantes. C'est ça. Après ça, on peut réfléchir sur pourquoi. Est-ce que moi, mes besoins sont pas comblés? Est-ce qu'il y a des façons que je pourrais les combler? Il y a comme d'autres choses à faire. Là, c'est pas une fatalité. Sauf que je pense qu'il faut faire attention peut-être à tout ce qui est relié au perfectionnisme. Oui, absolument. Puis c'est vrai là, qu'on est vraiment bombardé, puis j'y participe, mais vraiment dans un élan justement de passer des informations qui sont véridiques et valides aussi, parce que je pense qu'il y en a trop qui se promènent puis qui sont pas validées, pas des vraies bonnes informations. Puis souvent ici, j'essaie de ramener les parents ou les intervenants à se dire, première chose, c'est peut-être de vous tourner vers vous, tu sais, d'aller voir, là, tu sais, ces 3 choses-là qu'on a nommées aujourd'hui qui sont donc importantes pour nos enfants, ben, sont vraies pour vous aussi, tu sais. Donc, de prendre le temps de voir si votre bonbonne à vous est remplie, puis sinon, ben, comment on fait d'abord pour répondre à ces besoins-là, pour être ensuite capable de le donner, puis pour être capable de faire des changements, il faut... Tu sais, des fois, on a l'impression qu'il faut changer pour être bien, mais moi, j'ai plus l'impression qu'il faut être bien pour arriver à changer certaines choses. Donc, tu sais, de comprendre qu'est-ce qui nous challenge avec nos enfants. Est-ce que c'est réellement qui ils sont ou c'est justement les attentes extérieures? Fait que, tu sais, toute cette introspection-là, pour moi, est beaucoup plus nécessaire qu'un perfectionnisme parental. Là. On a des pratiques parfaites, il n'y a personne qui va en avoir. C'est ça. Puis je trouve que souvent, ce qu'on sous-estime beaucoup, c'est nos relations à nous. Donc, est-ce qu'il y a des parents autour de nous, ou des amis, ou de la famille, tu sais, qui est vraiment soutenante, là, qui soutient nos besoins, tu sais, qu'on se sent bien avec eux, on se sent compétent, on se sent vu, on se sent autonome dans ce qu'on fait. Est-ce qu'il y a des gens qui soutiennent ça autour de nous, puis est-ce qu'on peut se rapprocher d'eux? Tu sais, est-ce qu'on peut comme faire un effort conscient de choisir nos relations d'enfants par rapport à ces pratiques-là? Parce que je pense qu'on peut changer, mais il faut un désir de changer, tu sais, puis d'avoir comme des exemples dans notre vie, c'est vraiment aidant. Il y a des gens qui sont
naturellement soutenants. Oui, oui. Ces personnes-là, moi, je les trouve tellement inspirantes, là. Tu sais, quand je passe du temps avec elles, je me dis comme, oh wow, tu sais, elle a dit cette chose-là qui est donc bien le fun à entendre. Je vais l'utiliser moi aussi dans mon vocabulaire. Ah oui, absolument. De bien s'entourer. Ça fait toute une différence. Je pense qu'on a pas mal fait le tour. Est-ce qu'il y a des choses qu'on n'a pas nommées que tu aurais envie de remettre de l'avant ou y a-t-il des petites choses qui te viennent? Mais je pense qu'on a vraiment nommé beaucoup de choses intéressantes. Il y avait le livre dont on n'a pas parlé, si jamais les parents sont intéressés peut-être. Donc, le livre « Parler pour que les enfants écoutent, écouter pour que les enfants parlent ». Il y a aussi des éditions comme pour les plus petits et les ados. Oui. Mais ça donne vraiment des stratégies concrètes. Puis, c'est des bandes dessinées, là, donc ça se lit super bien. Puis, c'est vraiment une excellente ressource pour les parents qui essaient d'avoir peut-être des inspirations de pratique. Puis, ce qu'on conseille, c'est juste d'en sélectionner quelques-unes, des essayer, voir est-ce que ça fonctionne, puis de prendre ce qui fonctionne pour nous, puis de laisser les autres. Dans le fond, là, ce qu'on dit, c'est pas de tout faire ça. Non, c'est ça. Parce que c'est ça, tu sais, il y en a une tonne de livres encore là pour la parentalité, puis c'est dur de se retrouver sur lesquels sont réellement utiles. Moi, celui-là, je l'ai lu, je l'ai recommandé, je l'ai adoré. Puis quand on s'est parlé, c'est toi qui m'est venu avec ce nom-là, en me disant justement que maintenant, il y avait des cours qui se donnaient pour pouvoir partager les connaissances de ce livre-là, parce que c'est vraiment appliqué, puis c'est ce que tu as fait, toi, tu as suivi ça et tu as donné de ces ateliers-là. Donc, tu peux vraiment, tu sais, comme tu l'as vécu, tu le vois vraiment comment c'est reçu aussi auprès des parents, puis tout. Oui, en fait, dans le fond, il y a une équipe de recherche à l'Université de Montréal qui est dirigée par les professeurs Geneviève Majot et Mireille Jussimet, qui ont beaucoup travaillé sur les sujets dont j'ai parlé aujourd'hui. Là, c'est des grandes chercheuses. Okay. Puis, en ce moment, elles testent, donc elles valident cette intervention-là qui est parler écouter auprès de parents québécois. Donc, les résultats vont sortir dans les prochaines années plus en détail, là, mais en fait, c'est effectivement un programme sur 8 semaines qui est fait en groupe. Donc, les parents développent aussi un sentiment de communauté, un sentiment d'appartenance sociale. Ils ont du soutien des autres parents. Ils peuvent partager ce qu'ils ont fait de bien ou ce qu'ils ont trouvé difficile durant la semaine, puis aussi sentir plus vus puis normaux, dans le fond, là, parce qu'ils voient bien que tous les autres parents ont les mêmes défis. Puis, cette intervention-là donne des bons résultats, là. Donc, on voit qu'effectivement, les pratiques facilitantes dont on parlait dans le podcast augmentent quand les parents font ce programme-là, puis que ça améliore aussi la santé mentale des enfants. Donc, ça a des effets bénéfiques pour eux à long terme. Donc, c'est quelque chose qui est super prometteur, là, le programme Parler écouter. Moi, mon souhait, ça serait qu'il soit donné partout au Québec, dans les organismes communautaires et tout. Donc, c'est vraiment ce qu'on souhaite là, pour la suite, mais je vous conseille de rester à l'affût de ça. Mais puis, oui, mais c'est vraiment tellement une belle ressource. Tellement important, comme tu viens de le nommer, juste là aussi, si on peut avoir un souhait pour les parents, c'est que chacun d'entre eux puisse avoir une place pour aller parler de façon sécuritaire de leur réalité, puis aller justement atténuer certaines attentes qui sont dues en raison de l'extérieur, puis aller comme revoir la réalité de ce que c'est avec les enfants, là. C'est ça, de se sentir pas seul, de se sentir soutenu. Je pense que c'est vraiment la clé là, pour être en mesure d'avoir la disponibilité pour appliquer, là, dans le fond, ces pratiques soutenantes-là. Voilà. Hey, Catherine, merci beaucoup. Merci! C'était vraiment super intéressant, puis d'aller mettre vraiment de la science derrière ces belles choses-là qu'on dirait viennent juste, entre des gros guillemets, juste du cœur quand on parle de positivisme, de bienveillance, d'accueil. On dirait que c'est tout léger et pas... Mais tu sais, il y a la science derrière ça qui nous montre qu'on est sur la bonne voie en appliquant tout ça. Là. Oui, il y a des centaines d'études qui sont faites partout dans le monde qui sont basées sur ce qu'on a parlé aujourd'hui. Là, donc, c'est vraiment super prometteur. Wow. Merci beaucoup! Merci!